Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Une soixantaine de députés, dont les collègues de Jean-Michel Ninche, député social-démocratique Front de Wouri-Est, accusent expressément le Congrès américain de ternir l'image du Cameroun. Tout a commencé le 17 février dernier par une correspondance adressée au président Biden et au secrétaire du département de la sécurité intérieure par une quarantaine de parlementaires américains pour les déconseiller de rapatrier vers le Cameroun de nombreux Camerounais. Les parlementaires américains reconnaissent que ces migrants illégaux se sont retrouvés sur le sol américain parce que fuyant les violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour les membres du Congrès, ces migrants illégaux couraient le risque d'être emprisonnés ou même exécutés du fait de leur soutien aux groupes séparatistes. Montant au créneau comme à son habitude, le député Jean-Michel Ninche se dit choqué, étonné par la démarche des 62 députés qui, à travers une pétition abjecte, selon lui, dans le contenu, exige l'extradition des Camerounais migrants illégaux aux États-Unis. Pour l'élu social-démocratique Front, l'extradition des Camerounais, non seulement elle ne résoudra pas la crise, mais est en total déphasage avec les différentes résolutions du National Executive Committee, NEC, en rapport avec la résolution de cette crise. Le Social Democratic depuis le déclenchement de cette crise en 2016, a toujours souhaité que cette question soit inscrite à l'ordre du jour des travaux à l'Assemblée nationale. Impossible jusqu'ici, face à la majorité écrasante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une pétition exclusivement signée des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'aurait surpris personne, tant cela s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Voilà que celle-ci porte la signature des membres d'une force de l'opposition et pas des moindres. Madame, Monsieur, les Camerounais s'interrogent. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi présentée par Nadine Yambou, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et pétition des parlementaires. Pourquoi ça divise? Madame, Monsieur, pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité ici en plateau. Je commence par lui, il vient de loin. Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir, Serge Aimé, salut à tous les bienvenue à Douala. Hein. Merci bien, merci beaucoup. Il y a un compatriote qui est basé du côté du Montréal au Canada. C'est Didier Teff que nous saluons singulièrement. C'était un inconditionnel de cette émission Equinox Soir. Une émission qu'il suit régulièrement et avec beaucoup de satisfaction. Voilà. Il avait préparé beaucoup de choses pour ce soir. Malheureusement, les artistes... on a voulu penser aux artistes avec la dernière actualité, mais les artistes n'ont pas répondu présent à ce rendez-vous. Absolument. Contrairement à DJ Teff qui avait déjà préparé ce programme. Justement, il avait déjà fait des annonces un peu partout. Question d'alerter l'ensemble des artistes musiciens locaux qui se plaignent ces derniers temps. Souvenez-vous qu'il y a certains artistes qui sont montés au créneau. Question de dénoncer la dimension de la valorisation des artistes étrangers par rapport à l'organisation du concert de Fally Ipupa qui a eu lieu le 13 février dernier. Il y a eu quelques semaines avant l'annonce de ce concert, un ensemble d'artistes musiciens tels que Camille Briand, qui était l'une des figures emblématiques, ayant lancé justement le mot d'ordre de boycott de ces artistes-là, parce qu'il estimait que les promoteurs culturels, de même que les organisations des spectacles, ne travaillaient pas à la valorisation et à la sublimation de ces artistes locaux. Oui. Mais je pense que le débat est beaucoup plus systémique. Je regrette véritablement que ces artistes-là aient abandonné le levier parce qu'on devrait justement entamer cette réflexion systématique de manière qu'on va pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ces différents acteurs-là qui ne travaillent pas à ce que l'on puisse davantage faire émerger cela. Je pense que
la politique de l'extraversion culturelle est à mettre en vitrine. Il y a également d'autres éléments portant notamment sur les différents acteurs qui entrent en ligne de compte pour organiser les spectacles. Vous avez les organisateurs, vous avez les financiers, vous avez les promoteurs culturels, vous avez même des artistes locaux. Et aujourd'hui, le questionnement même autour de la musique camerounaise est mis en vitrine parce qu'en réalité, il faut justement... Et pourquoi il n'arrive pas à venir en parler à la télévision? C'est justement la question que l'on se pose. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu... peut-être pas cette souffrance, mais cette rétractation, parce que parfois on est prêt à pouvoir parler d'un problème de fond encore plus lorsque l'on est hors des caméras ou bien hors des micros, mais lorsque l'on se retrouve ici, là, c'est parfois difficile. Vous voyez bien que l'individu a la propension à pouvoir dénoncer quelque chose sous cap, mais lorsqu'il est question de parler devant le bas peuple camerounais, devant l'ensemble des téléspectateurs, c'est toujours avec beaucoup de grincement et beaucoup de frémissement que l'on exprime cela, malheureusement. Ok. Bonsoir Charles Ndikam. Bonsoir Serge-Alain Outou, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Je vais m'adresser particulièrement aujourd'hui à ceux de Bafoussam. Et je n'oublierai pas, et le thème que nous allons avoir dont nous allons parler ce soir ne peut que m'interroger encore sur la présence de nombreux de mes sympathisants et camarades de parti dans les différentes prisons camerounaises. Je leur dis bonsoir à eux aussi et je leur souhaite bon courage. Le chemin sera long, mais il y aura la victoire au bout. Okay. Raphaël Ndougou, bonsoir, bienvenue. Merci Serge-Alain Outou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs, ceux du Cameroun, également ceux de la diaspora. Je voudrais que vous me permettiez de dire bonsoir à M. Bikim, qui est un fidèle téléspectateur de ce programme, M. Abdul Hakim également, sans oublier M. Nibou Kakepol, celui que je viens de citer du MRC, c'est un ami. Mais je voudrais également vous féliciter, vous. Parce que le travail que vous faites au quotidien, c'est un travail qui, comme on le dit souvent, on n'est jamais prophète chez soi. Mais les awards que vous prenez chaque année, ou alors que les missions que vous coachez, ce que j'appelle toujours la Champions League. Dans la Champions League, vous êtes le grand coach, prend des points, et un jour, certainement, peut-être, c'est le Seigneur qui pourra vous donner un point de plus, parce qu'on dit quand on fait du bien, on ne fait pas du bien pour les hommes, on fait du bien pour le Seigneur, dont nos ancêtres vont vous soutenir davantage. Merci. Xavier Bellemé. Anna, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Alain. Merci de l'honneur que vous nous faites une fois de plus ce soir à nous inviter à votre précieux programme. Et je profite avec votre permission de saluer tous les militants de la région littorale, et particulièrement ceux de Mbongo, le Ferme Suisse, et le président de la Ferme Suisse Ibrahim, aussi ceux de Mbanga. Voilà. Xavier Bellemé, Anna. Est-ce qu'il y a crise au sein du SDF aujourd'hui? Bon, votre question est lourde de sens et qu'il est hors de question pour moi ici de nier une évidence. Cela c'est un fait. Et je voudrais ici d'abord souligner pour que les uns et les autres le comprennent mieux. La plupart de mes camarades ou sympathisants de mon parti qui me suivent en ce moment, je ne suis pas ici pour manifester mon militantisme vis-à-vis d'un individu. Oui. Ou je ne sais encore quoi, mais affirmer que je suis militant du SDF et responsable de la communication régionale SDF pour la région littorale. Et c'est dans ce cadre que j'ai répondu à votre invitation. Et je me dois de dire des choses telles qu'elles se présentent et sans priorité aucune. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une situation qui embarrasse beaucoup de militants SDF en ce moment. Et vous avez fait allusion dans le titre, donc on débat aujourd'hui, la pétition signée par un certain nombre de parlementaires camerounais, et parmi lesquels, pas de moindre, un parlementaire du SDF qui a été notre candidat à l'élection présidentielle. Vice-président du SDF. Le premier vice-président national, il y en a 5. Oui, premier vice-président. Premier vice-président. Et qui, dessus quoi, a été notre candidat à la dernière élection présidentielle. Et puis il y a la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux. Oui. Et ces deux problèmes sont à la place publique. Et chez nous, on dit que quand un linge est sale,
il se lave en famille, mais quand il se lave en public, on doit en parler. Je n'ai pas. Est-ce que c'est encore une histoire de famille? Ce n'est plus une affaire de famille, puisque c'est maintenant. On a séché le linge dans la rue, là. Bon, maintenant, il est même lavé dans la rue, carrément, donc il faut dire des choses telles qu'elles sont. Et malgré l'amitié des uns et des autres, je me dois de dire la vérité. Il faut d'abord, rappeler ici les positions du SDF. Le SDF a toujours dit que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il a toujours condamné toute forme de violence d'où qu'elle venait. De deux, a toujours demandé au pouvoir de privilégier l'option du dialogue à celle de l'option militaire. Et que, deuxièmement, le SDF a toujours demandé qu'on puisse acter la forme de l'État fédéral pour assécher toute idée sécessionniste. Parce que le sécessionnisme a toujours existé au Cameroun depuis les années 61, que les deux Camerouns se sont réunis, et ça a toujours resté marginal. Malheureusement, il y a 4 ans aujourd'hui, 5 ans, à cause de la condescendance et l'autisme de l'autre gouvernant de Yaoundé, on se retrouve avec une situation grave. Moi, je me souviens à l'époque, c'était en janvier 2017, quand notre équipe nationale a été sacrée championne d'Afrique au Gabon. De retour, le chef de l'État avait organisé une grande cérémonie au palais. Il avait invité le chairman. Et le chairman, depuis le palais de l'invité, avait déclaré à vos collègues de la CIATV s'il a répondu à l'invitation du chef de l'État parce qu'il était difficile au Cameroun qu'un opposant comme lui rencontre le président de la République et qu'il ait un entretien avec lui. C'était l'unique occasion parce que la situation était grave. Et qui venait dire au chef... déjà rencontré en 2010 Non, ça c'était... C'est des occasions rares. Le chef de l'État ne rencontre pratiquement pas son opposition. C'est une réalité, je n'invente rien. Oui. Nous sommes au Cameroun, sauf ceux qui ne sont pas au Cameroun, qui ne le savent pas. Et donc, le Tchamadon avait déclaré à vos collègues de la CIATV, à cette occasion, qu'il est venu rencontrer le chef de l'État pour lui dire ce qui est en train de se passer dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'il ne faut pas qu'il dorme et qu'il a la solution du président de la République, qu'il a maintenant réglé avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'il avait dit à son épouse, il avait demandé à son épouse que madame, si votre époux dort, essayez de lui rappeler d'aller très vite parce qu'il sait de quoi il s'agit, il faut régler ça à temps. À l'époque, c'était encore les gens, les vieilles femmes, des jeunes hommes qui avaient porté l'arbre de la paix pour défiler, mais on a tiré sur eux et on a dit que parler du fédéralisme était comme être d'accord avec la sécession. Et on avait même un moment de proscrit dans le débat public à travers les plateaux de télévision et radio de parler de la forme de l'État fédéral. Voilà donc, toutes les résolutions du comité exécutif national ont toujours condamné l'option militaire, ont toujours demandé, donc du SIF, demandé de privilégier le dialogue. Xavier Bellemé, on va faire simple pour ceux qui nous regardent en ce moment. Moi, j'ai dit vice-président. Vous avez insisté, vous, pour nous rappeler que Joshua Nambangui aussi est premier vice-président. Oui, il est le premier vice-président. vice-président. Lorsqu'il prend donc la parole aujourd'hui, on connaît le contexte. Le chairman est en train de se retirer. Est-ce que lorsque Joshua aussi signe cette pétition, c'est lourd de sens quand même? C'est lourd de sens, c'est pour ça que je suis entièrement solidaire avec le communiqué et la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui rappelle tout simplement la position officielle du SDF dans ce communiqué. Il rappelle la position régionale. Parce que nous avions, le SDF, à travers son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, a fait tout un blocus empêchant un Premier ministre de prendre la parole. Parce qu'on exigeait l'inscription à l'ordre du jour du débat à l'Assemblée nationale. C'est que l'ordre de gouvernance est toujours refusé à travers sa majorité obèse et mal acquise à l'Assemblée nationale. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, entre deux sessions parlementaires, un groupe de députés puisse initier une pétition parce que les collègues américains ont demandé à les chefs de l'État de s'intéresser au problème du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 morts dans les deux régions, une économie à terre, les gens, des dizaines de milliers de Camerounais qui sont des déplacés internes et d'autres dizaines de milliers qui sont des réfugiés à l'extérieur. C'est une situation incroyable. Moi, je pense que cette pétition, non seulement frise même du mépris contre les citoyens camerounais, parce que l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution de la République après le chef de l'État, refuse d'inscrire à son ordre du jour le débat sur cette question éminemment grave. Et pourquoi aujourd'hui, certains députés en majorité, à l'écrasante majorité des députés du RDPC, initient une telle pétition parce que les collègues américains ont demandé à la chef d'État de s'intéresser à la crise anglophone. Et puis de deux, c'est là qu'on demande d'extrader. La majorité de ces citoyens camerounais sont des militants du SDF qui, pour des raisons d'insécurité,
se sont retrouvés aux États-Unis en demandant l'exil. Il y a plein. Votre vice-président ne sait pas qu'il y a des militants. Vraiment, je ne saurais répondre à sa place. Il est assez mature, il est assez grand pour pouvoir assumer ce qu'il a posé comme un acte. Vous lui poserez cette question le moment venu et vous répondra. Et donc, il y a beaucoup de militants SDF qui bénéficient de ces asiles. Et puis de deux, il y a d'autres Camerounais qui ont fui le pays pour des raisons d'insécurité économique. Et qui se retrouvent en détresse aux États-Unis et qui, plusieurs familles, y vivent grâce à ce qu'ils envoient au Cameroun. Vous voyez, donc, on crée une situation grave. L'OEDF a toujours condamné sans réserve la sécession. L'OEDF n'est pas un parti sécessionniste, l'OEDF est un parti fédéraliste. Voilà, justement, Raphaël Ndougou, les parlementaires camerounais, pour répondre à leurs homologues américains, disent, c'est un extrait, hein, nous considérons que ces remarques sur le Cameroun comme est plus hostile, déstabilisante et désobligeante et de nature à ternir notre image et notre respectabilité dans le but d'induire en erreur l'opinion publique. Ça, c'est un discours qu'on entend très souvent. Est-ce que le fait que non seulement c'est le RDPC, on est habitué, mais le fait que des parlementaires issus d'autres formations politiques, et non demain, le Social Democratic Front, aient rejoint ceux du RDPC, il y a une plus-value, c'est quelque chose de plus. C'est-à-dire, pour vous là-bas, comment les gens voient les choses autrement? C'est un acte patriotique? Vous allez voir que je parlerai à mon nom propre. Premièrement, ce que je veux dire, c'est que est-ce que répondre au Parlement américain résout le problème de la crise dans le Nozo actuellement? Je ne pense pas que ce soit une solution qui résout le problème qui date depuis 2016. Maintenant, j'aurais bien voulu que cette pétition signée par des députés du RDPC et même du SDF, demandant à l'élite politique, toute chapelle confondue et religieuse du Nozo, de se mettre ensemble pour d'abord réfléchir eux-mêmes quels sont leurs problèmes et puis maintenant porter ces problèmes à l'attention de celui qui nous gouverne, ça permettrait donc d'aller d'abord voir le mal dans la racine. Parce que s'il y a une pétition pour le Parlement américain a dit ce qu'il a dit, et puis maintenant on voit si on peut trouver des solutions par rapport à ça, au lieu de chercher à répondre. Cette façon de vouloir faire toujours où on veut répondre, parce que peut-être on se rend compte que l'image du pays, et ainsi de suite. Quelle est la solution idoine? Nous l'avons toujours dit ici. Nous pensons qu'il faut... C'est ce que le cardinal Toumi, à un moment donné, avait voulu organiser. C'est-à-dire qu'il a voulu réunir ses frères et sœurs issus des mêmes régions. Je crois qu'il ne se fait pas tard pour revenir sur cette affaire. Et nous avons proposé même que le Premier ministre qui est là, qui est un chef traditionnel, puisse réunir tout le monde qui est de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on appelle les religieux, les hommes, les chefs traditionnels, l'élite politique, pour qu'ensemble, qu'ils puissent voir quel est le problème. Maintenant, vous vous souvenez... On dit que l'élite a échoué, elle n'est plus assez représentative. Hein. Tout simplement parce que c'est une hein. partie de l'élite qui fait ce que vous-même vous savez. Donc à un moment donné, ça ne peut pas résoudre le problème. Quand on veut soigner l'abcès, il faut percer l'abcès pour enlever ce qui est mauvais à l'intérieur avant d'administrer le traitement. On ne va pas amener une partie, et vous savez qu'en tout début de cette crise, à un moment donné, ces jeunes gens, ou alors certains vous disaient qu'ils ne se reconnaissaient pas derrière certaines élites. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas avec ces élites-là. Ils estimaient que ces élites sont les élites de Yaoundé. Donc moi je crois que c'est d'abord ça, premièrement. Maintenant, deuxièmement, est-ce que si on pouvait faire cette pétition dans ce sens, en ce moment dont je devais être d'accord pour dire, lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher sur le serpent, disait Frédéric Odon. Parce que si ce sont les intérêts du pays qui sont en danger, nous pensons donc qu'on peut se mettre ensemble, résoudre les problèmes du pays avant que chacun se retrouve dans sa chapelle politique ou religieuse. Donc on peut se mettre ensemble pour une bonne cause. Mais pour moi, répondre au Parlement américain ne va pas venir résoudre les problèmes ici. Et vous verrez que si l'élite politique, l'élite de manière générale s'assoit autour d'un arbre, dans une salle, vous verrez que même si on estime que certains Camerounais vivant hors d'ici financent cette affaire, puisqu'ils seront reconnus par la même élite. Vous avez vu à l'ESM Nord,
À un moment donné, les associations de l'ESM se sont mises ensemble pour dire nous allons combattre ce Boko Haram pour qu'ils ne viennent plus poser des exactions dans notre zone. Donc moi je crois qu'aller répondre au Parlement américain ne résout pas le problème. Il faut que les députés, s'ils veulent signer des pétitions, il faut qu'ils fassent des recommandations dans le sens que tous ceux qui sont des ressortissants de ces deux partis, si vous voulez, de ces deux régions, se mettent ensemble. Et puis maintenant, donc, le dialogue commence dans les deux régions-là. Et puis maintenant, on est d'accord, on peut reprogrammer notre dialogue où tout le monde sera appelé sur la table de discussion. Le dialogue ne peut pas se retrouver, comment on dit, le dialogue ne peut pas être seulement le seul qu'il y a eu. Et puis maintenant, c'est que tout le monde a appelé le dialogue inclusif. Donc on invite tout le monde. On convoque tout le monde. Si ce n'est pas possible dans une salle, ça peut être n'importe où, afin qu'on résolve ces problèmes-là. Est-ce que le problème du fédéralisme devrait déranger? Je pense que non. Parce que de toutes les façons, les plaintes qu'il y a dans le NOZO sont les mêmes que partout. Comme la décentralisation a eu ce qu'elle a eu, on peut aller au fédéralisme là où les régions se prennent en charge, là où les richesses seront exploitées dans les mêmes conditions. Mais cela n'empêche. Ça marche déjà, la décentralisation? C'est ça que la décentralisation, les problèmes que vous connaissez. Nous tous on connaît que... on va au fédéralisme. Si donc ça a échoué, on peut repenser. Tout ça sera pensé le jour où les deux régions les élites vont se réunir dans les deux régions. Okay. Et maintenant, porter ces problèmes à l'attention, ça se discute. Ça peut se discuter une semaine. Mais parce que le pays doit rester debout, c'est la République qui doit passer devant. Ok. Charles Ndikam, comment vous comprenez on va appeler ça, rapprochement d'un leader d'une formation, l'opposition, vous comprenez cette attitude, cette pétition-là, avec ces noms-là qui reviennent? On se serait attendu à tout, sauf à ça. Je commence déjà par dire que je ne dirais pas les députés du RDPC, des députés du RDPC se sont permis cette sortie que je trouve non seulement malencontreuse, mais, comment dirais-je, qui insulte l'intelligence collective des Camerounais. Voilà des gens qui, depuis 5 ans, n'ont pas trouvé moyen de débattre de ce sujet au sein de cette assemblée, mais qui se permettent de sortir pour en parler. Je vais leur suggérer une chose. Plus près d'eux, il y a le problème de la FECAFOOT. Commencez par aller régler celui-là avant de prétendre et régler un problème beaucoup plus lointain. Bande d'incapables. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Il faut qu'on arrête de se moquer du peuple camerounais. Vous avez parlé d'élite. Bon, le SDF en a fait une élite. Aujourd'hui, je doute qu'il soit une élite. Je ne sais pas où est sa base électorale, à ce monsieur. J'en profite pour dire et préciser que je ne l'inclus pas dans l'opposition camerounaise. Je le dis de manière haute et intelligible. Il n'est pas de ce SDF que moi j'ai connu. Non, c'est impossible. Je rappelle, monsieur le représentant du SDF sur le plateau a oublié de le dire, que lorsque votre parti a bloqué toute une session parlementaire, il était de ceux-là qui l'avaient bloqué. Je pense que lui, comme les camarades avec lesquels il allait signer, sont en conflit avec la cohérence. Mais lui, plus qu'eux. Je voudrais ici aussi interroger d'autres qui sont prompts à faire des tweets, à sortir sur les plateaux, sur les photos et sur Facebook, qui sont prétendument de l'opposition aussi. Je m'attendais à ce que ceux-là, dès la sortie de ce courrier, fassent ces mêmes tweets pour dire « je n'en suis pas, je ne suis pas d'accord ». Mais leur silence est assourdissant. Quand on leur dit qu'ils accompagnent, alors qu'ils se taisent et qu'ils mangent en silence. Mais ils ne font pas partie de 62. Qu'à cela ne tienne, c'est un silence coupable. C'est un silence coupable pour un parti qui prétend être un parti d'opposition. Je n'arrive pas à comprendre que des gens qui sont incapables d'aller faire cette même déclaration à Bamenda, à Yaba Hotel, ils s'adressent aux Américains. La dernière fois qu'ils sont sortis de Yaoundé, pour ceux d'entre eux qui sont originaires du Nozo, c'était quand? Tout un ministre de l'administration territoriale marche avec un bataillon du billet, originaire du Nozo lui-même. J'attends de le voir aller, lui, dans sa région d'origine, dans son groupement, seul. Non, nous en avons assez. Nous en avons assez. Et celui qui s'exprime ce soir, c'est un Camerounais, fier de l'être, militant d'un parti qui paye le prix fort. Il y a des gamins qui sont en train de voir des enfants naître, étant en prison, pour justement qu'ils ne les voient pas. Pour quelle raison? Pour avoir demandé cette même chose. Et il y a des gens qu'on paye avec nos impôts, qui se pavanent dans les rues de Yaoundé en 4x4, qui se permettent de nous insulter en direct, parce que ce que j'ai vu là, c'est une insulte au peuple camerounais.
Où sont-ils depuis 5 ans pour en parler ici avec nous? Où sont-ils? Où sont-ils pour en parler avec nous? Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais je me permets encore, modestement, d'en appeler au chef de l'État. Le désordre et la sédition et tous les gros mots que vous utilisez, rébellion et tout ce que vous voulez, ne viendra pas forcément de là où vous pensez. De là, de cette cible désignée par ces turiféraires qui sont autour de vous. Parce que ce genre d'acte, pour un Camerounais conscient, est une insulte propre. Mais je me demande, Monsieur Joshua aussi, il va participer à quelle, comment dirais-je, à quelle manifestation, à quel meeting que vous tiendrez là-bas? Il a lâché le peuple qui l'a élu. Il l'a lâché. Non, je refuse encore de penser qu'il s'est exprimé au nom du SDF, même s'il a utilisé le mandat du SDF. Je lui demanderai, très cher jeune frère, sois cohérent envers toi-même. Si ça ne va pas, tu pars et tu rejoins le parti au pouvoir. Ce sera plus clair. Mais ceux-là qui ont pris ce parti-là, ils ne sont pas la majorité des députés du RDPC. Ce sont des députés du RDPC. Je connais leur patron, qui est prompt à faire de l'exercice littéraire chaque fois qu'un certain président d'un petit parti politique fait une sortie médiatique. Monsieur Famendongo, je crois qu'il est temps que vous aussi, comme vous avez la plume si facile, que vous sortiez pour dire ce que vous pensez de ce qu'ont pondu vos ouailles. Pour l'instant, j'en resterai là. Voilà, Serge Mebikoy, le premier vice-président du SDF qui a signé cette pétition, il est, on va le dire comme ça, repris quelques jours après par le président régional SDF pour le littoral. Pour vous, et ça arrive quelques jours après que le chairman ait décidé de sa retraite politique. C'est la succession du chairman qui se joue là déjà? Absolument, c'est une grille de lecture que j'ai eu l'occasion de développer cet après-midi dans une tribune libre intitulée Jean-Michel Nitieux, le potentiel successeur de Ni John Fround à la tête du SDF. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que je me focalise notamment sur une nomenclature de déterminants nous permettant de comprendre la grille de lecture que le président régional du SDF pour le littoral a développée dans sa communication hier. Le premier point porte notamment sur un problème de fond, à savoir que depuis 5 ans déjà, l'Assemblée nationale n'a pas encore entamé un débat sur la crise anglophone. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas comprendre que l'USDF, qui est la formation politique qui a posé ce débat, notamment en novembre 2017, à travers l'honorable Joven Wilba, qui a eu toute forme de contingence et de turbulence, de manière que ce dernier puisse aujourd'hui aller se domicilier à l'Occident. On ne peut donc pas comprendre que cette posture critique que le SDF a émise dès le départ soit aujourd'hui critiquée ou bien bottée en touche par l'un des mandataires, qui plus est le premier vice-président national du SDF, à savoir Joshua aussi, qui a signé justement cette pétition-là. C'est un problème justement à dénoncer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le député du SDF du Vouri critique systématiquement la démarche que les 62 parlementaires ont mise à contribution pour justement critiquer les membres du Congrès américain. Le deuxième élément ici vise davantage à constater que il est question, lorsqu'il y a un problème de fond qui se pose avec acuité, de ne pas l'aborder de manière lapidaire et lacunaire. C'est-à-dire qu'il y a un débat interne qui devrait davantage être posé. L'USDF a notamment des parlementaires qui peuvent se réunir de manière à poser ce problème. Est-ce qu'il est question de participer à la rédaction ou bien à la communication portant notamment sur l'adresse d'une pétition à ces membres du Congrès américain? Ça n'a pas été fait. On a donc constaté que le premier vice-président national du SDF s'est décidé, ex-cathedra, à apporter son nom, sa caution à cette pétition-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut davantage estimer que la position que défend Jean-Michel Nitieux est quand même digne d'intérêt. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'à l'interne, il n'y a pas eu ce débat-là. Sinon, pourquoi cette dissonance cognitive entre eux, les deux députés du SDF? Le troisième élément ici qui vise davantage à mettre en relief un autre aspect, à savoir que nous sommes dans un contexte où l'on débat déjà sur la gestion de la transition à la tête du SDF. C'est pour cela que vous avez posé la question portant notamment sur les batailles successorales post-Ni John Fround. Surtout que le chairman du SDF a, au cours d'un déjeuner de presse tout récemment à Yaoundé, le 11 février dernier,
déclaré manifestement devant la presse nationale et internationale qu'il n'est plus prêt à se présenter à nouveau à une présidentielle déterminée. Et deuxièmement, pour lui, il n'est plus question d'apporter sa contribution à la réflexion sur l'ensemble des problèmes sociopolitiques qui se posent actuellement au Cameroun, d'autant plus qu'il est aujourd'hui, il a relevé, affecté par une certaine lassitude. Il y a donc là un souci pour le SDF, pour le chairman John Fundi, de céder systématiquement la place à ces cadres aujourd'hui qui doivent travailler à la gestion de cette transition à la tête du SDF. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez cette opposition de phase entre Jean-Michel Nitieux et Joshua aussi, ça nous montre véritablement qu'on est déjà là dans des batailles successorales à la tête du SDF, avec en toile de fond la gestion de la transition à la tête de ce parti politique. Parce que lorsque l'on voit les deux caractères de ces deux élus, vous allez vous rendre compte que Jean-Michel Nitieux est éminemment un contestataire. Il a toujours critiqué systématiquement l'ensemble des affaires de la République, dont le fonctionnement est chancelant et déstructurant. Vous vous souvenez que ces derniers mois, on a vu les tribunes libres de ce dernier visant davantage à critiquer la gestion de la pandémie de coronavirus au Cameroun. On a vu également ces différentes tribunes qu'il a commises, question d'interpeller le gouvernement camerounais sur la gestion d'un ensemble de problèmes de fond. Or, le premier vice-président national du SDF est resté sobre, discret, moins visible par rapport à la défense de ce problème. On voyait davantage Nitieux au front. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez justement ce débat-là, il est fort probable que dans les prochains mois, que l'on puisse justement engager le débat systématique sur la réflexion autour de la transition à la tête du SDF. Parce qu'en réalité, on se rend compte que on ne peut pas allier deux personnalités, deux figures de proue d'un parti politique dont les caractères sont diamétralement opposés et dont les logiques idéologiques et militants sont également systématiques. Parce que vous voyez qu'il y a là la confrontation entre deux ailes. L'aile modérée, incarnée par Joshua aussi, et l'aile dure, représentée par la tête emblématique Jean-Michel Nitieux. Donc c'est cette confrontation-là entre l'aile dure et l'aile modérée qui va permettre aujourd'hui de constater qui finalement va gérer cette bataille et va vaincre de manière que l'on puisse avoir quelqu'un qui puisse gérer justement cette transition à la tête de l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Jean-Michel Nitieux se positionne également comme la figure qui veut réincarner la modalité de la contestation et de la protestation que Nitieux originel a justement mené depuis la naissance du SDF le 26 mai 1990. Donc on est là comme une espèce de disciple qui veut travailler à la reproduction de l'aile contestataire du SDF qui a été connue depuis les années 90. Malgré que ces derniers temps, la crise anglophone a justement été à l'origine de la faiblesse et de la décrépitude de ce parti politique. Voilà, Xavier Brémé, SDF, on va dire originel, c'est Jean-Michel Nitieux, ça vous fait sourire. Bon, voilà, on veut comprendre. Hein. C'est la parole d'un journaliste dont j'ai un grand respect pour son analyse parce qu'il est dépouillé de toute contrainte que nous avions. Parce que nous sommes sous le feu de l'action. Vous êtes partisan. Il a la distance nécessaire pour pouvoir faire une analyse pertinente. Donc je n'ai rien à dire. Oui, on veut comprendre. Face à tout ce qui se passe là, vous avez des indiscrétions par rapport à la position du chairman Nidjon Fundi, ou bien le NEC va trancher tout ça, tout ce qui est en train de se dessiner là. Et le prochain NEC, il est prévu pour quand? Le prochain NEC, certainement en début de mois prochain, avant la quinzaine, je crois, avant la fin de la première quinzaine du mois, certainement, il va se tenir. Ce problème sera inscrit à l'ordre du jour? Je pense, parce que c'est un problème éminemment grave, et il faut que je le dise. Et, malgré l'amitié que le premier vice-président a l'habitude de me faire, donc je le remercie en passant, mais ce qu'il a fait est une faute grave, c'est une règle grave, que moi je lui conseille. Les amis sont ceux qui se disent la vérité. Il doit faire amende honorable et reconnaître qu'il a fait l'erreur de poser sa signature parce que sa signature ne l'appartient plus. Il est député, un élu du peuple et premier vice-président national et ancien candidat à la dernière élection présidentielle. Donc quand il signe au bas d'un document, il doit comprendre que c'est un engagement grave, il engage plusieurs personnes. Donc il doit pouvoir réfléchir 2 fois avant de signer. Donc c'est une erreur grave qui doit faire. Moi, je lui conseille de faire son mea culpa et de pouvoir s'excuser et demander des excuses qu'il a fait une erreur. Ça peut arriver.
Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale, non? Il est membre du bureau de l'Assemblée parce qu'il est questeur. Oui. Il constitue la hiérarchie de mon parti. Et chez nous, vous savez, nous sommes les sociodémocrates. Et notre idéologie est posée sur 2 piliers essentiels. La liberté d'entreprendre et l'obligation de solidarité. Et que ce qu'il a posé comme un acte ne respecte ni l'un ni l'autre pilier. Puisque là-dedans, il y a beaucoup de ces camarades, je veux dire, ils sont en détresse aux États-Unis, qu'on peut extrader si jamais le gouvernement américain se mettait en ça. Et puis de 2, c'est même, comme l'a si bien dit Raphaël Ndougo tout à l'heure, c'est même orienter le débat du vrai problème qui concerne la crise anglophone. Aller s'attaquer à la pétition des parlementaires américains ne peut rien régler des problèmes de la crise anglophone, alors qu'on a un gouvernement qui refuse depuis de régler définitivement cette crise. Et puis il faut rappeler, le nord-ouest et le sud-ouest constituent le socle granitique électoral du SDF. C'est même à la limite un complot contre le SDF. C'est même un complot. C'est qu'il faut dénoncer. Parce que cela nous a privés de plusieurs élus aujourd'hui. Cela a eu un impact négatif, même pour son résultat de l'élection présidentielle. Moi, j'ai suivi les élections présidentielles à travers le Cameroun. La campagne des présidentielles en 2018. Les gens m'ont posé plusieurs fois la question que, mais comme ses frères, je prends l'expression de la base, comme ses frères ne vont pas voter, est-ce que si on ne va pas le voter, ça aura un impact. Donc lui-même, il a eu les 3% parce que justement, à cause de cette sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, donc le SDF s'est toujours insurgé contre. Et donc le régime a toujours refusé de régler ces conflits alors qu'il a tous les moyens pour le faire. Pourquoi aller les aider dans une affaire qui les met en difficulté en mettant sa signature? Ce n'est pas bien. Il a fauté. Il n'est pas le seul, hein? J'ai dit il a fauté puisque il est celui-là qui est le plus brillant, c'est le leader. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Quand vous avez déjà été une fois candidat à une élection présidentielle, vous n'êtes plus n'importe quel militant politique. Vous aviez la carrure d'un leader politique. Parce qu'il pouvait gagner l'élection présidentielle en 2018, être le président de la République du Cameroun. C'est la plus grosse fonction dans un pays au monde. Il n'y en a pas deux. Donc, ici, c'est une question de responsabilité. Moi, je pense que nous devons revenir, il faut le condamner. Cela n'a rien à y voir l'amitié que j'ai avec lui. Mais c'est un acte politique grave qui engage le parti et que je souscris. Heureusement, l'honorable Nithieu est un homme pragmatique et qui veille et qui a dû restituer la position officielle du SDF. L'honorable Joshua a peut-être parmi les parlementaires qui ont fait le blocus, empêcher le Premier ministre à l'Assemblée nationale de ne pas prendre la parole. Pourquoi avoir fait tout cela? Parce qu'on veut un règlement pacifique. Peut-être ça a changé dans son conflit. Peut-être qu'ils voient les choses différemment. Mais les sénateurs américains n'ont pas demandé à leur président de prendre les armes et venir tuer les soldats camerounais et les Camerounais. Non, ils ont demandé à leur chef d'État de peser de tout son poids pour amener son collègue camerounais à pouvoir accéder à régler ce conflit de manière définitive. Vous savez, chaque guerre ne doit jamais avoir lieu si les gens ont pris conscience dès le départ de s'asseoir et de se parler. Et chaque fois qu'on a pris les armes, on finit toujours par revenir là où on devait être. C'est-à-dire s'asseoir et se parler et s'écouter. Et c'est une affaire entre Camerounais. Il n'y a pas d'étrangers dans les deux régions dans cette guerre. Tous sont des Camerounais. Ce qu'on appelle ambazoniens, c'est des citoyens camerounais. Les autres sont des Camerounais. Ils entretuent. Nous nous entretuons dans ces deux régions. Et ça crée un désarroi terrible. C'est un désastre humain. Donc on peut régler autrement. Ce n'est pas à travers une pétition qui intègre la vision politique du RDPC. Donc le SDF a toujours condamné. Nous n'avions pas la même vision. On n'apprécie pas le problème dans le nord et le sud de la même façon. Ces députés-là, tout ce que vous avez lu là, c'est ce que le RDPC a toujours chanté. On en est où? Ils ont fait le choix d'une option militaire. On en est où? Le RDPC c'est toujours un sujet comme. Il faut régler le problème autrement. Vos camarades, les choses ont changé dans leur tête. Les anglophones même revendiquent quoi? Ils revendiquent le contentieux historique de 1961 qui se sentent floués par les frères francophones. C'est de revenir aux accords de Fumban. Il y en avait deux. Il faut le rappeler très rapidement avec votre permission. À Fumban, il y avait deux types d'accords. Il y avait la forme de l'État fédéral, dont l'article 47 de la Constitution fédérale interdisait toute modification qui porterait sur la forme de l'État. Ça a été violé en 1972. Et à Fumban, en 1961, c'était après la présidence francophone, il fallait un président anglophone. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux présidents francophones qui sont à plus de 60 ans de pouvoir. Et les anglophones sont où? Il y a 7 institutions au Cameroun, mon cher Séjalin. 7 institutions, la République du Cameroun a 7 institutions consacrées par la Constitution.
La première institution, c'est la présidence de la République, c'est un francophone. Deuxième institution, le Sénat, c'est Niad Dipendi, c'est un francophone. Troisième institution, le président de l'Assemblée, il s'appelle Kavaïge Djibi, c'est un francophone. Quatrième institution, Premier ministre, qui est un anglophone, et c'est le seul. Cinquième institution, le conseil constitutionnel, qui est dirigé par Clément Atangana. C'est un francophone. Sixième institution, le président de la Cour suprême, Mokobe, c'est un francophone. Septième institution, et la dernière, le président du Conseil économique et social, qui est Yann Luc, c'est un francophone. Les anglophones sont où? Voilà le problème institutionnel que les anglophones posent comme problème. Qui peut régler? On ne peut régler ça à travers la table de négociation, pas sur notre voie. Okay. Non, donc il faut jamais, je ne vais jamais le rappeler trop, que l'OSR, la position du OSR est simple. L'OSR n'est pas un parti sécessionniste. Nous sommes fédéralistes. Nous condamnons tout esprit sécessionniste et nous demandons au régime que la forme de l'État fédéral va assécher le sécessionnisme. Okay. Et il faut un anglophone comme président de la République du Cameroun pour régler ces problèmes. Je voudrais l'analyse de Serge Bibiko est pertinente. Mais je voudrais lui dire une chose. Quand il parle de deux ailes, je pense qu'il donne du poids à une d'entre elles. Un bout de bois a beau rester longtemps dans l'eau, il ne devient pas forcément un caïman. Je me rends compte aujourd'hui que malgré le nombre d'années passées dans la politique, sur la scène politique, coaché par un grand homme comme Nijom Foudi, Joshua aussi fait des erreurs de débutant. Sauf à déclarer une scission. Scission dont il partira seul. Parce que je ne sais pas quels sont les militants de ce SDF-là que moi je connais, qui le suivront dans sa posture. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut qu'on comprenne bien une chose. Si même il y a guerre de succession, voilà encore une situation qu'il faut relever. Il faudrait qu'on arrête de donner le pouvoir aux gens. Il faut que les gens acquièrent ce pouvoir à la force de leur conviction, à la force avec une force de persuasion à l'endroit de ceux qui vont effectivement faire le choix de leur candidature. Voilà un monsieur qui a tout hérité de Nijom Foudi. Il s'est battu où? Non, qu'il aille au charbon. Et je ne suis pas sûr, qu'en l'état actuel des choses, si cette guerre-là, il en était un des protagonistes, il s'en sortirait. Je ne sais pas. Parce que même Douala Premier, tout ça, c'est pas tout on dit. Et je ne veux pas trop m'immiscer dans la politique intérieure d'un parti qui plus est allié, parce que étant d'opposition véritablement. Et si nous sommes là aujourd'hui, on le doit au SDF. Mais je trouve vraiment malheureux que ce soit l'un de leurs plus grands cadres, sinon le plus grand en activité, qui puisse commettre ce genre d'acte. Je pense que ce n'est que Nijom Foudi, s'il veut rendre un dernier service à son parti avant de le quitter, il devrait le convoquer au plus vite et que ce monsieur soit mis en minorité. Il n'y aura pas d'effort à faire pour cela. Et que soit il revient sur ses propos et prend le rang, soit il part. Mais nous saurions souffrir de cheminer, parce que c'est aussi le sens des dernières démarches. Et donc, d'ailleurs, l'honorable Nietzsche est responsable de se rapprocher des autres partis politiques afin de voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons trouver un consensus pour imposer un certain nombre de choses, un certain nombre de vues de l'immense majorité du peuple camerounais au gouvernement d'en face. Nous ne pouvons souffrir de marcher avec des gens parmi lesquels il y a des gens qui ont ce type de comportement. Voilà, rapidement, Raphaël Ndougo, qu'est-ce qui empêche donc que la question du nord-ouest et du sud-ouest soit inscrite à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale depuis plus de 4 ans que ça dure? Malheureusement, j'ai aimé On ne voit pas les choses de la même façon au RDPC? Non, de toutes les façons, il ne s'agit pas du RDPC. C'est que les gens meurent dans le nozo. Qu'on soit du RDPC ou ailleurs, on doit en parler. Il n'y a pas que... ici, il ne s'agit pas de parti. Pourquoi on bloque donc? On est à l'Assemblée. Pourquoi le RDPC bloque cette question? Quand le groupe parlementaire SDF s'est soulevé autrefois, ils ont fait entendre leur voix, même si cela n'avait pas été pris en compte. Et ce qui est souvent gênant, c'est qu'à un moment donné, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale autrefois parler du Boko Haram parmi nous. Ça veut dire qu'il a quand même parlé. Pourquoi est-ce que, depuis que les gens meurent dans le nozo, ça fait un problème? J'ai aimé la fin de la lettre ou alors de la sortie de l'honorable Nietzsche. Tout assistant, d'où qu'elle vienne, allant dans le sens de demander à Yaoundé de promouvoir une démarche pacifique de sortie de la crise, est la bienvenue. Ça veut donc dire que tout le monde peut participer, de par ses idées, de par ses propositions, afin que les gens arrêtent de mourir, afin que notre économie cesse de baisser, d'aller, j'ai envie de dire, de tomber dans la ruine. Parce que tout simplement, c'est notre pays qui doit rester debout.
Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça fait problème si il faut en parler. Je vous ai dit à l'entame que je propose que l'élite là-bas aille s'asseoir pour discuter de ces problèmes, puisque le SDF a perdu des places à l'Assemblée nationale et même des communes avec cette fameuse crise. Merci. On revient après le journal parce qu'elle est déjà là, la dame du vendredi. Elle, c'est Nadine Yambo. Bonsoir Nadine. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal de 20h, nous reviendrons sur ce rapport de Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. L'ONG accuse notamment l'armée camerounaise d'abus sur des populations civiles dans le chaudron de la crise anglophone. Elle fait notamment allusion à l'attaque du 1er mars 2020 où une vingtaine de femmes ont été donc violées. Nous ferons le point au journal de 20h. Nous parlerons également de l'opération annoncée par le maire de la ville de Douala pour lutter contre l'incivisme et les désordres urbains dans la capitale économique, avec notamment l'occupation anarchique de la voie publique. Vous l'avez certainement constaté, les commerces sont installés aux abords de la route, occasionnant ainsi de nombreux désagréments au sein de la population. Donc jusqu'où ira l'opération du maire? Élément à suivre au cœur du 20h. Nous reviendrons également sur cette sortie de la 38e promotion des élèves de l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé. Donc après 3 ans de formation, de nouveaux officiers intègrent l'armée. Une cérémonie donc déroulée en l'absence du chef de l'État, Paul Biya. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Donc, dans un instant, le 20h, comme tous les vendredis avec Nadine, mais avant cela, une passe de pub. Protège la peau et la rend plus que propre.